On pose les sacs pour passer en dessous. Et on y va. Alors comme toujours en urbex, on avance prudemment parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, même si le lieu a l'air assez paisible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir notamment? Alors il peut y avoir absolument tout. Il y a parfois c'est des repères de bandes néo-nazis, parfois c'est simplement des jeunes qui s'amusent à faire des choses, ils n'ont pas forcément envie d'être dérangés par des adultes. Il y a un peu de tout. Parfois il y a simplement des gens comme nous qui se promènent, des photographes. Donc en fait l'urbex c'est aussi un monde de rencontres où vous trouvez. Alors là vous voyez c'est pas mal parce que vous avez une splendide halle de production. Alors on va essayer de rentrer, apparemment c'est tranquille. Voilà. Ça c'est quand même un beau lieu, regardez. Là, ça correspond à quoi? C'était une grande entreprise qui exportait dans toute l'Allemagne de l'Est. Et ça a été désaffecté depuis quand? Alors ça a été désaffecté après l'unification, comme beaucoup d'entreprises qui ne correspondaient plus aux standards de l'économie libérale et capitaliste post-90. Elles ont été progressivement fermées. Donc vous voyez là vraiment vous êtes dans un monde fantôme, celui des anciennes usines de la RDA qui n'ont pas survécu à l'unité. Ensemble là on est que sur un des bâtiments, il y en a plusieurs dizaines sur l'ensemble de l'espace qui est ouvert. Donc là on est dans un seul lieu. Alors on peut un peu explorer. Vous avez encore évidemment toujours un certain nombre de choses, de traces de l'époque. Vous voyez les lampes par exemple qui sont encore restées. On peut aller voir un petit peu là. Alors on peut aller voir. On peut aller faire un petit tour par là. On peut traverser. Et alors la végétation reprend ses droits. C'est des lieux qui vivent aussi avec... Il y a évidemment les graffeurs qui souvent occupent aussi ces lieux. En tant qu'historien, ça vous apprend des choses sur la RDA, notamment? Bien sûr, d'abord vous pouvez évidemment vous rendre compte, c'est à la fois comme historien et comme géographe, de l'emprise spatiale d'un lieu, c'est-à-dire quelle place il occupait. C'est toujours, évidemment on le voit dans les archives, on le voit sur les photos, mais être dans un lieu, mesurer exactement quel espace il occupait. Et puis vous avez une structure interne de l'entreprise, vous y trouvez, on le verra sûrement en se promenant aussi, il y a des traces concrètes. Là, les bâtiments sont assez vides, mais on y trouve parfois des objets, on y trouve parfois des images, on y trouve parfois des archives. On en verra sûrement lors de cette balade. Donc là, vous voyez, c'est une autre halle abandonnée. C'est des lieux qui sont parfois en partie repris. Là, ça nous sépare sans doute de gens qui ont réutilisé certains des bâtiments. En fait, l'Allemagne, dans le processus d'unification, a été confrontée à un immense défi, faire passer l'ensemble de l'économie socialiste, donc une économie d'État, une économie planifiée, où l'essentiel, depuis 1972, des entreprises appartenaient à l'État, à une économie libérale. En plus, à une époque où c'était un libéralisme de combat, on dit parfois que l'Allemagne de l'Est a été un laboratoire du capitalisme libéral des années 90. Et donc, du coup, une agence a été chargée de liquider ces entreprises socialistes. La Treuhand, elle a eu dans son portefeuille environ 10 000 entreprises, 4 millions d'emplois. Et elle a donc, avec des processus assez longs, soit privatisé, soit liquidé. Et donc, certaines des liquidations n'ont donné lieu qu'à l'abandon. Et certaines privatisations ont échoué. Donc même les repreneurs ont arrêté pour différentes raisons. Certains d'ailleurs étaient des margoulins. Il ne faut pas croire que cette privatisation s'est faite dans des règles économiques parfaites. Il y a eu beaucoup de tromperies, il y a eu de la corruption, il y a eu des ventes extrêmement discutables, il y a aussi une mainmise de l'Ouest, il faut le dire, sur l'économie de la RDA. Et donc tout ce processus du début des années 90 a conduit à ce qu'on a comme ici énormément d'entreprises sur l'ensemble du territoire de l'ex-RDA qui sont complètement à l'abandon, qui sont parfois des emprises spatiales très importantes. Mais il n'y avait rien à en tirer? Enfin, c'est quand même des bâtiments, des usines. Pourquoi vous dites que ce n'était pas au standard? Parce que par rapport aux standards, il y avait plusieurs raisons. D'abord, parfois, il faut le dire, les entrepreneurs ouest-allemands, les autorités ouest-allemandes ne voulaient pas forcément une entreprise concurrente de ce qui existait déjà à l'ouest. Par exemple, on raconte qu'on a en quelque sorte laissé fermer la compagnie aérienne est-allemande Interflug parce que la Lufthansa n'avait pas envie d'une deuxième compagnie allemande. Donc ça pouvait être une volonté de l'Ouest de ne pas avoir de concurrents. C'était aussi parfois des entreprises qui étaient obsolètes
parce que les machines étaient trop vieilles, parce qu'elles manquaient de réparation. Donc elles ne semblaient pas concurrentes vis-à-vis de la nouvelle économie de marché. Et puis, avec tout ce qui s'est passé dans les années 89-92, les marchés de l'Est aussi se sont fermés, parce que l'économie est-allemande n'était plus concurrentielle avec le nouveau marque. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une économie qui part en déréliction et qui explique ce qu'on voit là et qu'on pourrait voir multiplié, évidemment, par des milliers de fois sur l'ensemble du territoire. Parce que là, ça exportait donc des frigos. Oui, c'était une entreprise, évidemment, qui exportait de différents types en fait, de chambres froides, de frigos. Et ça s'est progressivement, effectivement, effondré. On peut continuer la balade. C'est le type de lieu, si on voulait vraiment faire le tour à la fois pour mesurer les différents bâtiments, pour voir quelles sont les traces qui restent, parce que c'est souvent très inégal ce que vous allez trouver comme traces. Il y a certains bâtiments qui sont totalement vides, et puis il y a d'autres, sur un petit lieu, vous avez un petit bureau avec des papiers de l'époque de la RDA, des objets. Et donc du coup, l'exploration urbaine, c'est quelque chose qui doit se faire lentement, qui doit se faire avec une préparation. Il faut connaître un peu l'ampleur du site, ce que vous y cherchez. Et là, évidemment, il faut prendre le temps de mesurer, et il faut fouiller un peu les poubelles, comme on le voit. Il faut aussi être très vigilant parce que vous voyez, il y a énormément de choses qui s'écroulent. Donc du coup, faire de l'urbex, ce n'est pas évidemment recommandable sans précaution. On ne peut pas se lancer sans avoir des bonnes chaussures, sans avoir évidemment du matériel, des torches, de l'eau, etc. Parce que ça peut être très long. On va refaire un tour par là et puis on ira visiter d'autres bâtiments. Évidemment, le travail de l'historien sur des lieux comme ça, ce n'est pas simplement la visite ou la poésie sur des ruines, ce n'est pas simplement éventuellement le sentiment un peu, les sens, l'émotion qu'on peut avoir face à l'abandon. Il faut évidemment regarder les archives pour voir ce que signifiait cette entreprise à l'époque de la RDA, comment elle a été abandonnée, quel est ce processus toujours extrêmement violent des années 90 qui a liquidé beaucoup de lieux industriels, de lieux de production de l'Allemagne de l'Est. Et puis ce qui est intéressant aussi quand on visite ces lieux abandonnés, c'est de voir tous les réusages, tous les réemplois qu'il y a eu depuis les années 90. Parce que certains, on voit parfois comme ici, on voit des traces d'une firme sans doute qui a repris quelques bâtiments. Évidemment pas l'ensemble qui est trop immense pour être utilisé par une petite entreprise ou par un atelier, mais qui, par petits bouts, ont réutilisé ces lieux. Donc il y a aussi toute une histoire de l'Allemagne des années 90 qu'on peut raconter à travers ces lieux. À la fois la déréliction de l'économie de la RDA et la manière dont ensuite chacun va essayer de retrouver des formes d'utilisation à ces lieux. Ici c'est celui-là. Ça n'a pas l'air, c'est plus celui-là. Alors il faut regarder parce que comme il y a eu des réutilisations, avant j'essaye de regarder justement. Ça sent l'odeur de la RDA en tous les cas. Hein. Il y avait toujours une odeur particulière de produits. Venez voir, vous avez une trace des Jeux Olympiques de la RDA en 68. Là, je l'avais même jamais vu. C'est encore mieux que ce que j'aurais pu vous montrer. Regardez. La première équipe autonome de RDA pour les Jeux Olympiques d'été. Digne représentant de notre État et de ses citoyens. Regardez. Donc vous voyez, vous avez aussi, hein, là c'est carrément écrit à la main. Donc vous voyez, il reste comme ça partout, hein, des traces. Là, ça c'est quoi alors? C'est l'affiche de propagande ouais, tout à fait, c'est une affiche d'époque, hein, c'est 1968. Et donc ça a été fait évidemment par des gens de l'entreprise. Alors ce qui est amusant, c'est que peut-être ça a été fait et puis ensuite réutilisé, parce qu'évidemment c'est plus visible ici. Tenez d'ailleurs, c'est génial en fait, ils ont réutilisé ici. Regardez, si vous faites le tour, alors ça c'est typique le bonheur de l'historien, hein, vous êtes sur la quête des traces, et ici vous avez deux choses, c'est-à-dire que vous avez non seulement un panneau de propagande, de mise en scène de la RDA de l'époque, et la réutilisation après. C'est-à-dire qu'à un moment on a considéré que ce discours était périmé, et ça a servi de contrefort. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est une trace qui est écrite à la main.
Donc il y a beaucoup de choses. C'était sans aucun doute un panneau qui devait être affiché dans l'entreprise. Il y avait beaucoup de journaux muraux aussi dans les entreprises pour encourager les travailleurs, pour montrer la force du régime. Et donc ça, avant de devenir le contrefort de ce petit meuble, c'était affiché sans aucun doute aux yeux de tous pour montrer les résultats de la RDA, puisque le sport était quelque chose de très important pour valoriser le régime. Ce qu'il faut imaginer dans le processus d'unification, c'est que ce n'est pas véritablement deux partenaires qui ont fusionné, c'est véritablement l'Allemagne de l'Ouest qui a absorbé l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que toutes les institutions ont été dissoutes, l'économie socialiste a été transformée progressivement en économie de marché, et donc c'est véritablement un pays qui disparaît, qui voit ses institutions fermées, qui voit une partie de ses usines aussi soit transformées, soit abandonnées. Des bâtiments désaffectés, il y en a absolument partout sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et les villes qui ont le plus de mal économiquement, évidemment, sont perforées, sont parsemées de ces friches. Pour la seule ville de Francfort-sur-l'Oder, qui compte un peu plus de 58 000 habitants, j'en ai compté plus de 75 ensemble abandonnés. Donc vous imaginez à l'échelle du territoire de l'Allemagne de l'Est. Et comment ça se fait que 30 ans plus tard, l'Allemagne n'ait pas réussi quand même à faire quelque chose, ou à se débarrasser, ou à reconvertir ces lieux? À Berlin, les lieux ont été quand même plus reconvertis, plus rapidement, parce qu'évidemment, il y a une spéculation immobilière, il y a un enjeu d'espace. Par contre, l'Allemagne de l'Est a perdu des habitants. 1,8 million d'habitants en solde ont émigré. Donc évidemment, il y a moins de pression démographique, il y a moins d'utilisation de l'espace qui est nécessaire pour les logements ou les habitations. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de récupérer les lieux abandonnés. Et en plus, ça coûte très cher de détruire d'immenses ensembles, sans compter que le processus des années 90 fait qu'on ne sait pas toujours qui est le propriétaire, quels sont exactement les droits. Il y a eu quand même un processus extrêmement rapide de liquidation de l'économie socialiste qui fait que tout n'a pas été contrôlé. Donc il y a encore des choses aujourd'hui qui sont la trace, le reste de ce processus de liquidation par la Treuhand des années 90. Quand vous parcourez ces lieux, c'est qu'on trouve aussi beaucoup de documentation, y compris de la documentation personnelle. Donc on a accès à des dossiers entiers qui racontent l'histoire des gens. Et on voit souvent l'ambiguïté des sentiments avec un certain engagement dans le régime et des critiques. Et donc du coup, ces documents par terre donnent quand même une idée aussi de ce qu'était la RDA. Et ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est que lorsque vous trouvez les documents sur les lieux, vous avez une sensibilité évidemment à l'écriture de l'histoire. Donc ça vous fait raconter la vie des gens ou la vie d'une entreprise ou d'un lieu au moment où vous le voyez et au moment où vous le voyez à l'abandon. Ah ben voilà, regardez, super, c'est là. Regardez tout ça. Tout ça, c'est vraiment de l'époque. Donc là, vous avez du papier photographique de la grande marque de RDA, Orvo, qui était très célèbre, évidemment, qui exportait dans tout le bloc de l'Est et qui était évidemment une très grosse entreprise. Donc on voit là des traces de ces productions et on voit aussi qu'il y a du papier qui vient du RSS à l'époque. Donc là, on est vraiment dans une relique du bloc soviétique. Vous voyez, vous avez encore les modes d'emploi, vous avez des produits. Vous avez ici, voilà, made de SSSR, donc Union soviétique. Évidemment, on trouve des productions roumaines, on trouve des productions hongroises, on trouve des productions russes. Et on voit aussi tout ce qui a été exporté par la RDA. Donc d'une certaine manière, c'est une forme de géographie fantôme aussi du bloc de l'Est qu'on peut faire en urbex.